programme Avatar. Pour faciliter la communication entre les humains et les Na'vi, ce programme permet d'utiliser un corps hybride artificiellement créé, mi-humain, mi-Na'vi, et qui servira de réceptacle à son utilisateur. Il pourra alors manipuler ses mouvements, le faire parler, voir à travers ses yeux, mais pas que. Chaque sensation, chaque sentiment et chaque émotion seront aussi ressenties comme si sa conscience elle-même était transférée dans ce corps, alors que son utilisateur le contrôle à distance sans bouger le moindre cil. Je pense ne pas parler que pour moi quand je dis que je rêverais d'avoir mon propre avatar comme dans le film. Mais à quel point sommes-nous proches de toute cette technologie? Pourrons-nous un jour transférer notre conscience humaine dans un autre corps? Et à quoi est-ce que les avatars de notre monde pourraient bien ressembler? Créer des avatars en vrai, c'est possible? Alors pour commencer, je tiens à préciser ce qu'on entend par avatar. Pour l'instant, dans notre monde, un avatar n'est rien d'autre qu'un visage ou un corps censé représenter son utilisateur. La plupart d'entre nous en avons un virtuel, et en général on essaye de le faire nous ressembler le plus possible. Dans le film Avatar, l'idée est la même, mais poussée à l'extrême, vu qu'ici on ne parle pas de virtuel, mais bien d'un corps réel. Dans le film, les avatars sont créés pour ressembler aux Na'vi, ces géants à la peau bleue. Le but, se faire accepter plus facilement par ce peuple, pour qui les humains ne sont que des extraterrestres. Pour créer cet avatar Na'vi, on apprend dans le film qu'on a mélangé leur ADN à celui des humains. Alors ok, ça reste un film, mais même si les extraterrestres avaient de l'ADN comme nous, les humains auraient probablement plus en commun avec une poule qu'avec les habitants de Pandora. Bon, de toute façon, on ne compte pas se rendre à Pandora demain. Donc inutile d'en créer un qui leur ressemble. Mais alors, à quoi devrait ressembler notre avatar en vrai? Si on veut avoir quelque chose qui se rapproche le plus de ce qu'on voit dans le film, il faudrait que ce soit un corps vivant, mais sans aucune conscience. À ça, on devra inventer une technologie capable de le contrôler à distance, et il faudrait qu'il puisse nous envoyer toutes sortes d'informations sensorielles pour voir, sentir ou entendre tout ce qui l'entoure. Et non pas à travers un écran et un casque, mais avec une immersion complète comme si on y était. Alors bien sûr, un corps organique fabriqué génétiquement et qu'on contrôlerait à distance par télépathie, ce serait la forme ultime des avatars. Et désolé de faire le rabat-joie, mais avec nos connaissances technologiques et biologiques actuelles, on en est très loin. Mais je vous rassure, pas besoin d'attendre le prochain millénaire pour pouvoir acheter des avatars organiques dans une boutique. Parce qu'avec tout ce que je suis sur le point de vous montrer, vous verrez que le monde d'Avatar n'est pas aussi fictif qu'on pourrait le croire. Pour commencer, si un avatar est censé nous représenter, alors un clonage de notre propre corps serait parfait. Ce qui tombe bien, puisque les scientifiques sont capables de créer des clones. Oui, je parle bien de la réalité, et ça a d'ailleurs déjà été fait avec un mouton appelé Dolly. Bon, par contre, il aura fallu 277 essais pour réussir à en avoir un correct. Cet exploit avait été réalisé en 1996. Depuis, d'énormes progrès ont été faits sur le clonage, puisqu'on est passé de 0,36% de taux de réussite à un taux entre 10 et 20% aujourd'hui. Ce qui est pas mal, mais vous vous doutez bien que 10 à 20% de chance de réussite, ça laisse 80 à 90% de créer tout sauf un humain. Et puis surtout, si on ne s'amuse pas à cloner des humains pour le moment, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas de vraie raison de le faire. Et créer un avatar, pour l'éthique, c'est un gros non. Le programme Avatar devrait vraiment exister, il faudrait alors se tourner vers quelque chose d'éthiquement plus acceptable. Et pour ça, il nous suffit de substituer la chair et le sang par des circuits et des machines. Qui tombe bien, puisqu'en ce moment, des innovateurs du monde entier créent des avatars robotiques qu'un être humain peut contrôler avec un équipement de réalité virtuelle. Cet avatar est capable de reproduire les mouvements de l'utilisateur, même à distance. Donc comme dans le film, en contrôlant un avatar de cette façon, ça voudrait dire que je pourrais me promener dans une autre ville, me rendre dans des endroits trop dangereux pour mon corps, voire même opérer un patient sans être physiquement présent, comme le font déjà certains chirurgiens. Pour avoir des avatars de plus en plus avancés, la compétition ANA Avatar avait été lancée en 2018. Des équipes créent et testent des concepts d'avatars uniques au monde, et ça, c'est plutôt stylé. Mais pour que ce soit encore plus stylé, ce qui serait génial, ce serait, comme dans le film, de pouvoir contrôler son avatar rien que par la pensée. Alors là, clairement, on a l'impression de parler d'une technologie qui n'existe que dans les films, et pourtant, les scientifiques ont déjà pu créer pour des personnes handicapées des membres prothétiques qu'ils peuvent faire bouger rien que par la pensée. Et si vous vous rappelez bien du film, ça fait un peu penser à Jake Sully, qui est en fauteuil roulant dans son corps humain, mais qui pouvait marcher, courir et sauter grâce à son avatar. Alors clairement,
clairement, entre une prothèse et un corps entier dirigé à distance, il y a de la marge, mais le chercheur Ning Zhang de l'université de Waterloo dit qu'à la vitesse à laquelle la technologie dans ce secteur évolue, on pourrait facilement imaginer que dans 10 ou 15 ans, on pourra voir un patient complètement paralysé, capable de se lever et d'utiliser son cerveau pour contrôler un exosquelette, pour marcher, voire courir, comme s'il n'avait jamais eu de blessure. Bon, jusqu'ici, on a vu qu'il était possible de contrôler un robot à distance, puis on a vu qu'il était possible de faire bouger des prothèses rien que par la pensée, mais est-ce qu'il serait possible de combiner les deux et de déplacer un robot à distance par la pensée? Bon là, clairement, on est dans la fiction, et ce n'est pas près d'arriver. Pas du tout. Un singe aux États-Unis contrôlait les mouvements d'un robot situé au Japon. Et c'est ce neuroscientifique de l'université de Duke qui a réalisé cet exploit. Et ça, c'était en 2008. Ils ont réussi à le faire en implantant des électrodes dans le cerveau de 2 singes. Les électrodes enregistraient l'activité cérébrale pendant que les scientifiques faisaient marcher le singe sur le tapis roulant à des vitesses différentes. Les jambes des singes étaient aussi équipées de capteurs pour enregistrer les mouvements de marche. Les chercheurs ont ensuite utilisé toutes ces informations pour prédire la vitesse exacte de mouvement et la longueur de pas des jambes. Puis, ils ont téléchargé ces informations vers un robot au Japon, ce qui permettait de faire bouger le robot en synchronisation avec un singe situé à des milliers de kilomètres de distance en temps réel. Et là, on se rapproche vraiment d'Avatar. Et pourtant, on n'était qu'en 2008. Vous imaginez bien que depuis, il y a eu du progrès avec toutes sortes d'interfaces cerveau-ordinateur permettant, par exemple, de piloter une voiture de course autour d'une piste sans toucher au volant, mais aussi de piloter un avion carrément, ou encore de faire toutes sortes de choses virtuelles en contrôlant le tout juste par la pensée. Dans la même idée, on peut même trouver des personnes qui contrôlent des drones par la pensée. Alors je sais pas si je suis le seul à trouver ça hyper stylé, mais ça veut dire que si on combine ça à un casque VR, pour avoir la vue de la caméra embarquée, on pourrait limite avoir la sensation de voler soi-même. À une exception près, les sens. Aujourd'hui, il est assez facile de simuler certains sens, comme l'ouïe ou encore la vue. Mais jusqu'à preuve du contraire, à Pandora, ce n'est pas à travers un MetaQuest qu'on utilise son avatar, mais plutôt comme si on y était. Parce que oui, contrôler son avatar à distance, c'est bien, mais si on ne fait que voir ou entendre ce qu'il fait à travers un casque VR, ce serait déjà hyper stylé, hein, mais on serait très loin de l'immersion de Jake Sully et de son avatar qui semble ne faire qu'un. Faudra alors qu'on soit capable de projeter notre conscience dans l'avatar pour avoir l'impression d'être dans ce nouveau corps. Hop hop hop, là je viens d'utiliser un mot dangereux sans même que vous ne vous en rendiez compte. Conscience. Voyez-le ou non, même si des dizaines de milliers d'articles ont été écrits sur la conscience, personne n'est capable de vraiment définir ce que c'est vraiment. Qu'est-ce qu'être conscient veut vraiment dire? Est-ce que la conscience est située dans une partie secrète du cerveau? Et à partir de quelle quantité de conscience peut-on dire qu'elle existe? Par exemple, si on est tous d'accord qu'un humain a une conscience, peut-on en dire autant pour un poisson, voire une plante? Plein de questions, mais peut-être qu'on n'aura même pas besoin d'y répondre. Puisque pour se projeter complètement dans notre avatar, il nous suffirait de simuler tous nos sens un à un pour ressentir, voir, entendre tout ce que notre avatar vivrait. Et c'est là que je vais vous parler du rêve de tout gamer, la neuroréalité, une forme ultra avancée de réalité virtuelle qui permettra d'activer les sens de son utilisateur en stimulant directement son cerveau. La différence, en se connectant à son cerveau, on n'aurait plus besoin de regarder à travers un écran, mais on vivrait les choses comme si on y était vraiment. En jouant Spider-Man par exemple, c'est vraiment stylé de pouvoir faire toutes sortes de figures dans les airs. Et le truc, c'est que ça se limite à appuyer sur des boutons et voir son perso bouger sur un écran. Alors bien sûr, si je voulais vraiment ressentir ce que ça fait de voler entre les bâtiments de New York, je pourrais le faire en vrai. Mais non, contrairement au jeu, dans la réalité, j'ai pas de sauvegarde. Et encore moins de vie supplémentaire. Mais si j'avais un autre corps, ou plutôt, et si mon esprit pouvait voir, entendre et ressentir tout ce qui se passe dans un autre corps, je pourrais alors faire toutes ces cascades sans avoir peur de me blesser ou pire. Et si mon corps virtuel était endommagé, je pourrais tout simplement en utiliser un nouveau pour recommencer à zéro. Bon, si vous aimez souffrir, sachez que la douleur est aussi quelque chose qu'on pourrait simuler. En stimulant certaines régions du cerveau, on pourrait créer des sensations de température, de pression ou de douleur. Et même si personne n'aime se prendre le coin d'un meuble, la douleur, ça reste une information primordiale pour survivre. Par exemple, sans sensation de brûlure, on pourrait très vite être gravement blessé sans même s'en être rendu compte. Dans le cas d'un avatar, on n'aurait pas besoin de souffrir comme on le fait en vrai, mais ça resterait quand même utile. On pourrait alors se limiter à des sensations supportables qui seraient là juste pour nous informer si quelque chose ne va pas. Parce que dans un jeu vidéo, par exemple, si on est beaucoup à vouloir ressentir le vent sur sa peau face à un paysage sublime, personne ne voudrait ressentir la douleur que provoque réellement un saut de la foi. Et
Et hop là, un petit tease pour la prochaine vidéo d'ailleurs, juste comme ça. Abonnez-vous d'ailleurs si vous ne voulez pas la rater et pensez à activer la cloche. L'immersion complète. Je sais pas pour vous, mais perso, ce serait le rêve ultime. Bon, pour ça, faudrait mettre la main sur une technologie capable de simuler chacun de nos sens, allant de la vue au toucher en passant par le goût. Et le Neuralink d'Elon Musk, dont je vous avais déjà parlé sur cette chaîne, qui se connecte au cerveau et qui serait capable de faire tout ça, est sur le point d'être testé sur des humains. Bon, par contre, avant de s'enflammer, je vous rappelle que pour l'installer, il faut se faire un trou dans le crâne. Est-ce que vous seriez toujours partant ? Non, et ça se comprend. Mais si je vous disais ça, avec une telle technologie, pourquoi s'arrêter à nos sens d'humain ? Si le but est de prendre possession d'un avatar bourré de technologie, on pourrait y mettre tout ce qu'on voudrait et devenir une sorte de super-humain, comme un Iron Man contrôlé par la pensée. Alors bien sûr, on pense tout de suite à voler, à avoir une super force ou encore une super vitesse, mais dans la réalité, le jour où ce sera vraiment possible, on l'utilisera sûrement pour toute autre chose. Par exemple, on a réussi à donner le super sens du toucher à des robots en leur mettant un capteur haptique inspiré du doigt humain. Ce capteur pouvait reconnaître la texture, ressentir la force appliquée et même détecter la température d'un objet, tout ça bien mieux qu'un humain pourrait le faire. Ça semble fou, et pourtant cette technologie existe depuis plus de 10 ans. Pour l'odorat, des chercheurs ont aussi construit des robots capables de détecter des odeurs de manière bien plus précise que les humains. Et un autre robot, construit par IBM, est capable de déterminer la composition chimique de liquides complexes en quelques secondes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette technologie permettrait à un avatar de goûter la nourriture et les boissons pour son utilisateur. À une condition par contre, si l'avatar peut goûter des choses pour nous, il nous manque un truc. Faire comprendre à notre cerveau le goût, la texture, voire l'odeur de ce qui vient d'être goûté. Et pour ça, ce professeur en neurosciences pourrait avoir la solution grâce à une technique appelée optogénétique. Si vous suivez la chaîne, vous savez que les souvenirs ne sont que des réseaux de neurones. Chaque neurone correspond à un souvenir. Et une fois qu'on sait quel réseau correspond à quel souvenir, il serait ensuite possible de les forcer à s'activer grâce à cette technique d'optogénétique. Si je vous montre cette vidéo d'un homme qui mange une pomme, juste en la voyant, vous pourrez imaginer sa texture, son goût et son odeur. Mais avec cette technique d'optogénétique, en réactivant les bons réseaux neuronaux, on pourrait, en théorie, vous donner l'impression de réellement manger cette pomme comme vous le feriez dans un rêve lucide. Bon, ce n'est qu'un exemple bien sûr, parce que si une telle technologie existait, manger une pomme serait la dernière chose que je voudrais faire. Comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi se limiter à ce que notre propre corps pourrait faire en vrai, là où un avatar ouvrirait une toute nouvelle dimension à nos sens. En équipant l'avatar de technologie, on pourrait voir plus de couleurs que ceux du spectre visible, avoir une ouïe digne de celle de Superman, ou même créer des sortes d'hologrammes mentaux, ou même se connecter mentalement à Internet. En gros, la seule limite serait votre imagination. Et pour avoir accès à tout ça, tout ce qu'il nous faut, c'est une puce capable de lire dans notre cerveau comme dans un livre ouvert. Est-ce que ce sera vraiment possible ? Pas mal de scientifiques, dont Mikio Kaku, disent que oui. Selon lui, il serait possible de créer une sorte de carte de tous les neurones de notre cerveau et de leurs connexions. Cette carte serait appelée un connectome. D'ailleurs, les États-Unis et l'Union européenne travaillent en ce moment sur d'énormes programmes de recherche pour réussir à le faire. Et même si c'est sûr que ce ne sera pas pour demain, une fois qu'on l'aura, les scientifiques pourraient alors créer une sorte de clone informatique de notre cerveau. Pourquoi faire ? Eh bien, même le futur n'est pas assez futuriste pour ce que le physicien Mikio Kaku pense. D'après lui, ces connectomes pourraient être utilisés pour être envoyés dans l'espace. Comme il est déjà possible d'envoyer des informations par des lasers, il pense que nous pourrons mettre notre connectome sur un faisceau laser et l'envoyer vers la Lune par exemple. En une seconde, sans propulseur, sans tous les dangers de la radiation ou de l'apesanteur, nous serons sur la Lune en une seconde. Mais pourquoi se limiter à la Lune quand on peut aller sur Mars ? À la vitesse de la lumière, on y serait alors en 20 minutes. Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas viser l'alpha du Centaure ? Le système stellaire le plus proche de nous. En 4 ans, on y serait. Et qui sait, peut-être que là-bas se cache vraiment le monde de Pandora. Une fois ces destinations atteintes, Mikio Kaku pense qu'on pourrait y placer un ordinateur qui téléchargerait notre connectome pour l'uploader dans un avatar qui nous attendrait sur place. Une telle technologie changerait complètement notre perception de l'espace-temps, et aussi fou que ça puisse paraître, tout ça est possible selon les lois de la physique. À un tel point que le physicien pense même que tout ça existe déjà. Qu'en dehors de la planète Terre, il pourrait y avoir une autoroute. Une autoroute de faisceaux laser qui transporte la conscience d'extraterrestres à la vitesse de la lumière et qui se téléporte à travers la galaxie. Et nous, humains, sommes juste trop primitifs pour pouvoir s'en rendre compte. Quand ce sera le cas, vous et moi ne serons sûrement plus présents pour pouvoir le vivre. Sachez qu'il existe énormément d'autres technologies
déjà présente aujourd'hui et qui pourrait nous permettre une immersion complète dans un monde virtuel. Pour le découvrir, je vous invite à cliquer sur cette vidéo où on découvre comment le Nerve Gear de Sword Art Online pourrait exister dans la réalité. C'est tout pour moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles connaissances. Peace.